Bonjour à tous, merci d'accueillir un petit Français chez vous. Alors, la présentation d'aujourd'hui, mon objectif, c'est d'apporter un éclairage sur la prise en compte du développement durable sur un chantier de fondation spéciale. Je ne souhaite pas vous présenter une vision exhaustive, universelle, mais bien plutôt avec humilité, partager quelques expériences, quelques réflexions d'une entreprise de travaux, principalement sur le marché français. Par conséquent, certains points ne pourront pas être applicables directement sur le marché suisse, du fait des spécificités de chaque pays, d'organisation, de structuration des marchés de travaux. Alors, je souhaite faire cette présentation sur une première partie, je dirais un peu générale, sur de la conception, de la réalisation, quelques réflexions qui reprendront des idées qu'on a entendues ce matin, donc ce sera cohérent, rassurez-vous. Et dans un second temps, je vous présenterai 3 applications un peu plus concrètes sur des chantiers réalisés par Soletanche Bachy. Donc pour rappel, le développement durable, on parle de 3 piliers, selon le sommet de la Terre à Rio en 1992, le développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Donc, quand on parle de développement durable, il faut bien garder en tête chacun de ces 3 aspects. Donc, sur une phase de conception, si je prends un petit peu la genèse de réalisation d'un projet, déjà je vous propose de partir d'un principe, c'est que la réalisation du projet ne remet pas en cause, n'est pas remise en cause par une considération de développement durable. Je m'explique. Aujourd'hui, on constate dans certains cas que pour des raisons éthiques, certaines entreprises disent on ne participera pas à ce projet. On pourrait imaginer que pour des raisons écologiquement soutenables, on ait la même chose. En toute sincérité, je ne sais pas si on est encore à ce point-là aujourd'hui. Donc, partons du principe que le projet est écologiquement soutenable. Donc, une fois que le besoin est établi, il appartient au concepteur, le maître de l'ouvrage, l'ingénieur, le maître d'œuvre, de se poser des questions sur les méthodes, les choix de techniques à déployer pour atteindre l'objectif. Dès ce stade, l'aspect développement durable doit être bien pris en compte. Donc vous avez déjà ces considérations sur des projets urbains où on va limiter les nuisances sonores, sur des projets à proximité de voies ferrées où on va limiter les vibrations. Je vous propose d'étendre ces contraintes, ces aspects à prendre en compte avec l'aspect écologiquement soutenable. Quelques exemples qui ont été donnés encore ce matin. Minimiser le bilan carbone, un exemple concret, sur des pieux de fondation, on peut privilégier des pieux avec des techniques de refoulement, ce qui va limiter les déblais à évacuer et ce qui est particulièrement intéressant sur des terrains pollués. Pour une paroi d'étanchéité dans une digue, c'est la photo que vous avez en haut. Si on a peu de sollicitations mécaniques, privilégier une paroi en sol mixing, terrain et coulis de ciment, par rapport à des pales planches. Donc ça, c'est la première phase de conception. Ensuite, de la conception au chantier, il y a ce que j'appelle des prescriptions techniques contraignantes à bien prendre en compte, à écrire, et que ce soit bien les règles du jeu pour tout le monde. Et ça, en tant qu'entreprise, on aime que les contraintes soient claires et qu'on joue tous avec les mêmes règles. Alors ces prescriptions peuvent concerner tout type d'aspects, valorisation des déblais de terrassement, électrification du chantier, je vais en parler un petit peu plus tard dans des exemples, spécifications sur les fournitures, béton bas carbone ou tous les produits merveilleux qu'on a vus ce matin, acier recyclé, gestion des eaux, limitation des rejets de pompage. Voilà, on a tout un tas de prescriptions qu'on encourage à bien écrire, graver dans le marbre pour que ce soit clair pour tout le monde. Et la dernière étape qui va être l'adjudication, le choix des entreprises. En tant qu'entreprise, nous encourageons les maîtres d'ouvrage à valoriser les bonnes idées apportées et mûries par les entreprises au cours de la rédaction des offres. Un des points évidents, ça va être de réduire les quantités de matière, les optimisations, béton, acier, adapter, changer certaines techniques
certains modes opératoires, qualité, sécurité, environnement. Donc ces bonnes idées, elles peuvent être au moment de l'adjudication, mais on a aussi certains cas où, au cours de la réalisation du chantier, un certain partenariat peut être établi entre le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise. Voilà. Et la dernière étape du chantier, ça va être la réalisation. Donc je voulais parler de 2 points. Les matériaux, on en parle beaucoup, mais aussi les matériels. Alors, les matériaux, sur des chantiers de fondation spéciale courants, on va avoir 75 à 90% du poids CO2 du projet qui est porté par les fournitures incorporées, le béton, le ciment, l'acier. Une manière efficace d'améliorer le bilan carbone d'une opération, c'est d'agir sur ces fournitures. Alors, je fais un premier point sur les calculs. Les calculs qui dimensionnent les ouvrages doivent prendre évidemment en compte les cas courants, les cas exceptionnels, mais je pense qu'une volonté particulière doit être mise sur l'optimisation des ressources, et ça c'est du ressort du calculateur, mais c'est l'intérêt du projet. Pour parler du béton, qui est quand même particulièrement émissif, on connaît le poids du ciment et du clinker. On fait beaucoup d'efforts tous pour avoir des ciments, des bétons bas carbone, ultra bas carbone. En tant qu'entreprise, de manière concrète, je rappelle quand même 3 points qui sont importants. Les spécifications techniques et contractuelles du marché pour le béton, la résistance, la durabilité, la disponibilité du béton auprès des fournisseurs locaux et le planning travaux entre la notification de l'entreprise et le coulage du premier béton. Si on souhaite mettre en œuvre sur les chantiers des bétons plus vertueux, il va falloir vérifier ces 3 aspects, en avoir la possibilité contractuelle, trouver des acteurs locaux qui souhaitent s'engager dans cette démarche, et ce n'est pas toujours évident. Et 3e point, avoir le temps de mettre en place cette démarche. Donc l'exemple que je peux avoir, qu'on a pu mettre en œuvre, nous, Soletanche-Bachy, avec Vinci à Lyon, c'était sur le parking Pardieu, Lyon, PPB tout Lyon, où on a fait 23 000 m3 de béton pour des parois moulées et du génie civil, bas carbone, avec du ciment qu'on a apporté aux cimentiers, aux bétonniers locaux. Le dernier point dont je voulais parler dans cette première partie, c'est le travail sur les matériels. On le sait, les travaux publics, ce sont des gros engins, des grosses machines très souvent thermiques, très consommatrices en carburant. Aujourd'hui, on cherche à s'améliorer sur tous les points, et notamment sur les matériels. Alors, on améliore les puissances des moteurs, on met des agrocarburants, on améliore les comportements des opérateurs, mais également, moi je vais vous parler de l'électrification des chantiers, ce qui est pour nous, Soletanche-Bachy, un point concret d'amélioration dans les années à venir. Donc je parle des bases vies, je parle des centrales pour le coulis, la boue, et je parle des machines, des foreuses en tout genre, sachant que pour nous, elles sont conçues en partie maison chez Soletanche-Bachy. Cette électrification, elle va se justifier pour gagner en efficacité énergétique, pour réduire les émissions de CO2 et réduire les nuisances sonores, ce qui est un point aussi non négligeable. L'exemple qu'on a chez Soletanche-Bachy, c'est l'hydrofraise, le cutter, la haveuse, qui existe depuis 50 ans, qui était à l'origine entièrement thermique, qui aujourd'hui est partiellement électrique sur le power pack, mais encore hydraulique sur toute la machinerie, et qui demain sera entièrement électrique. Et on parle d'une énergie, à l'époque on avait 26% d'énergie utile, l'objectif demain c'est d'avoir 79% d'énergie utile. Alors cette électrification, il faut être bien conscient qu'en Suisse, en France, ce sont des choses particulièrement pertinentes grâce au mix énergétique peu carboné de nos pays. Après ces réflexions, je vais vous proposer quelques exemples concrets, si j'arrive à passer la slide. Alors, hop, pardon. Avec trois chantiers réalisés dernièrement. Donc, le premier projet, c'est un chantier dans les Alpes françaises, avec un aménagement hydroélectrique d'un grand électricien français, avec une galerie de 6 km de longueur, un beau tunnel de 5,20 m de diamètre qui passe
qui amène l'eau vers une usine qui turbine pour fournir de l'électricité et qui franchit des rochers relativement sains, mais localement une zone qu'on dit de trias, donc des carnioles avec des gypses qui ont tendance à se dissoudre avec arrivée d'eau d'une part, et coller des roches anhydrites qui, elles, gonflent quand on a de l'hydratation. Donc l'une et l'autre étant à côté, quand on a de l'eau, ça fait dissoudre l'un, gonfler l'autre, ça crée des désordres sur la galerie. Un des objectifs du projet, c'était de traiter par injection ces zones de trias étant à 1000 mètres de l'entrée piéton. Ça a amené les contraintes suivantes: acheminer le matériel, le personnel, les fluides, et on parlait de plusieurs centaines de mètres cubes d'injection. Il fallait quand même des quantités conséquentes. Et les groupes électrogènes étaient interdits en galerie. C'était la volonté du maître d'ouvrage pour des raisons de sécurité. Et donc il a fallu trouver des solutions. On avait aussi d'autres contraintes, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui, des risques de chute de blocs et de risques de crue. Quelles ont été les solutions apportées? Eh bien, tout ce qui pouvait être fait à l'extérieur, on l'a fait à l'extérieur. Avec la photo du dessus, vous avez la centrale de fabrication du coulis qui était accessible de manière routière, et le personnel était acheminé à pied. Les fluides, donc le coulis, on l'a amené en zone de travaux à l'aide de conduites sur les pieds droits du tunnel. Mais la question de l'énergie, on avait besoin de 150 kVA en galerie. On a tiré une conduite à haute tension sur 1400 mètres de galerie pour avoir le courant à l'aide d'un transformateur en galerie. Et donc dans la galerie, nous avions mis un petit train avec des remorques, et sur ces remorques, on avait les centrales d'injection. Donc ça a été un exemple d'électrification à la demande du maître d'ouvrage, et qui a rémunéré, je dirais, pour cette demande l'entreprise, donc nous en l'occurrence, qui avons suivi ces prescriptions. Un second exemple, un petit peu plus local, que certains reconnaîtront, c'est pour un maître d'ouvrage ferroviaire suisse prestigieux, et des maîtres d'œuvre ingénieurs prestigieux tout également, qui avait besoin de construire un ouvrage le long des voies, un parking enterré avec des voies à niveau, avec des plateformes, comme vous le voyez, très peu larges, très peu sympathiques, avec les voies ferrées, donc interdiction de trépannage pour la paroi moulée, car c'était de la technique paroi moulée, avec des riverains, enfin bref, beaucoup de contraintes. Et donc, il s'agissait de trouver des solutions face à ça. Fort heureusement, face à ces solutions, et j'oubliais de vous dire que ces 300 mètres linéaires de parois moulées, qui devaient aller à 31 mètres de profondeur, devaient franchir des terrains particulièrement compacts, des moraines, des molasses. Donc, face à ces différentes contraintes, quelle a été la solution préconisée? Eh bien, je vais vous le dire. Nous avons déployé cette petite machine, tellement petite qu'on ne la voit pas, l'hydrofraise compacte électrique Soletanche-Bachy, donc une machine maison qui a demandé un grand branchement, donc 2100 ampères, un branchement pour alimenter tant la machine que les installations, la centrale, etc. Donc on a évidemment un coût de poste très important, et donc cette machine petite savait travailler sur des plateformes étroites, ne faisait pas de vibrations nuisibles pour les voies en fonctionnement, et travaillait sur des plateformes contraignantes. Alors, ce branchement très compliqué à établir, parce que de très grande puissance, il a été possible grâce à la très bonne volonté de l'ensemble des parties prenantes du chantier. Et c'est pour moi un exemple de collaboration fructueuse entre un maître d'ouvrage, un ingénieur et l'entreprise derrière pour déployer une technique vertueuse pour tous. Et le dernier cas dont je souhaitais vous parler, qui est quelque chose d'un peu plus intermédiaire, en tout cas dans les solutions possibles, car on a parfois des grandes solutions évidentes, mais on a aussi des petits pas qui peuvent être faits, c'est le pack batterie.
je vous ai parlé de l'objectif interne qu'on a chez nous d'électrification de nos chantiers. Pour nos bases vies, nos centrales, nos foreuses, il faut être conscient que quand on veut un branchement, on a toujours besoin d'un certain délai. Les fournisseurs ne sont pas aussi réactifs que nous le souhaiterions, en particulier pour des fortes puissances, et qui peut nous amener à utiliser des groupes électrogènes, ce qu'on a constaté, et de fortes consommations. Donc voilà le pack batterie, qui est une sorte de grosse batterie qui peut se recharger en heure creuse, quand c'est possible, sur une faible puissance, et se vider et donner du jus au chantier quand le chantier en a besoin. Donc c'est une solution électrique, je dirais, un petit peu intermédiaire, dont je vais vous présenter l'application sur un chantier de barrage dans l'ouest de la France, un barrage sur lequel nous devions réaliser une coupure étanche, donc des injections du jet grouting en amont du barrage. La problématique étant que nous n'avions qu'un branchement de 36 kVA disponible, là où notre installation avait besoin de 250 kVA, et impossible d'avoir ce branchement disponible. Donc sur ce cas-là, on s'est fait, je dirais, bons élèves pour essayer de ne pas utiliser à fond un groupe électrogène, et nous avons déployé ce système de pack batterie avec un fonctionnement alternatif entre, que je vais vous présenter après sur des courbes, du pack batterie, du groupe électrogène et du secteur. Alors concrètement, ce que ça veut dire, n'ayez pas peur de ces grandes courbes, je vais vous les détailler. Donc vous avez ici en bleu foncé le pack batterie et sa charge. Donc quand on est en haut, il est chargé à 100%, et quand la courbe chute, c'est que le pack batterie fonctionne et délivre l'énergie au chantier. Vous avez une courbe rouge qui est le secteur, l'énergie fournie par les 36 kVA dont je vous ai parlé précédemment, et une dernière courbe qui est un groupe électrogène, parce qu'on avait quand même besoin d'un groupe électrogène complémentaire qui se met en route quand on a besoin. N'ayez pas peur, ça va être pas trop compliqué à voir. Donc si vous voyez une journée de travail, vous avez cette première partie de la journée qui est travaillée, travaux en cours, et cette deuxième partie, chantier fermé. Donc la phase 1 du chantier, on démarre le poste, le pack batterie va délivrer son électricité jusqu'à être de niveau bas, et c'est là que le groupe électrogène va se mettre en route et d'une part fournir l'électricité au chantier, et d'autre part recharger le pack batterie jusqu'à ce que celui-ci ait atteint une taille critique, une capacité critique qui lui permet, dans une phase 3, de se remettre en route jusqu'à la fin du poste. Donc là, on arrive en fin de journée de travail, ça se termine, et là, le chantier est terminé, et on va recharger le pack batterie avec le secteur, le 36 kVA, donc chantier fermé. Sur cette deuxième partie de nuit, le secteur va garantir le maintien, je dirais, le maintien du niveau de la batterie sur le branchement du secteur. Donc voilà un exemple de petits pas, enfin d'amélioration qui est apporté. On n'a pas supprimé le groupe électrogène, on n'a pas réussi à tout électrifier, mais on a fait une solution intermédiaire et à notre initiative. Donc c'était mon objectif de vous présenter 3 cas différents, un à l'initiative du maître d'ouvrage, un à l'initiative, je dirais, de tout le monde ensemble, de l'offre de l'entreprise mais pris en compte, et un ici où c'était uniquement nous, entreprise, qui avions développé cette idée. Pour conclure, quelques points. Donc vous l'avez noté, la prise en compte du développement durable de manière concrète, c'est un très vaste sujet. Ça va nécessiter une mobilisation de l'ensemble des acteurs du projet, et j'ai essayé de le souligner, à toutes les phases, conception, réalisation et du début à la fin, et ça nécessite de valoriser toutes les initiatives, en ayant en tête que plus les idées sont prises en compte tôt, et mieux ça peut être exploité et intégré.
Donc il s'agit bien de consommer de manière modérée toutes les matières premières sur notre planète finie, et donc ça doit bien être un objectif pour l'ensemble des parties prenantes du projet. Le caractère vertueux d'un projet sera examiné à la somme des grandes orientations, mais aussi des petits pas qui pourront être accomplis, et donc à nous tous d'être audacieux et créatifs. Je vous remercie.